m'appelle Adrien Burlaco. Je suis chercheur à la Carnegie Institution for Science à Stanford et je suis aussi prof là-bas. J'ai fait ma thèse il y a 3 ans maintenant en France, au CEA Cadarache, sur les microalgues. Et ensuite, j'ai fait une petite année de postdoc à Berkeley. Là maintenant, ça fait 1 an que je suis prof à Stanford où j'ai développé mon propre labo de recherche où on travaille sur les microalgues. Alors, je vais commencer par vous demander d'être indulgent, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de présentation en français. Je risque de mettre des mots anglais sans le vouloir. Et aujourd'hui, on m'a demandé d'être un peu technique, donc il y aura des parties techniques. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et ce que j'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui, c'est d'essayer de voir ensemble qu'est-ce que les plantes ont comme rôle dans le cycle du carbone mondial. Comment est-ce qu'on peut penser aux plantes dans les sociétés actuelles et pour une société durable? Et comment et pourquoi la photosynthèse et l'amélioration de la photosynthèse est un levier important pour permettre de générer une société durable d'ici à 2050. Et je vais commencer par vous parler un peu de moi. À midi, on a pris un déjeuner. On a pris un déjeuner avec Bénédicte et ça m'a donné toute l'énergie. Ça nous a donné l'énergie pour travailler cet après-midi et ça me donne l'énergie pour être là en face de vous actuellement. Ensuite, on a pris le métro pour venir ici et on a utilisé l'énergie électrique qui permet de faire tourner le métro. Et enfin, il y a 2 semaines de ça, j'ai pris l'avion pour traverser l'Atlantique et pour venir ici. Là où je veux en venir avec ces points, c'est que l'énergie est littéralement partout dans nos sociétés et l'énergie est critique pour absolument tout dans notre société et dans notre vie. Et ça va encore plus loin que ça, c'est-à-dire que toute forme de vie nécessite de l'énergie. Que ce soit de l'énergie sous forme de nourriture, de l'énergie électrique ou de l'énergie carbonée, ou de l'énergie non carbonée, on a besoin d'énergie d'une manière ou d'une autre dans nos sociétés. Et à l'échelle globale, je pense que vous êtes tous très bien informés là-dessus. On sait que l'humanité utilise surtout des sources carbonées d'énergie, donc elle utilise du pétrole, du charbon, et que ça relâche dans l'atmosphère des quantités importantes de CO2. C'est ce qu'on voit sur ce graphique-là. Les quantités de CO2 dans l'atmosphère augmentent de manière continue depuis presque plus de 100 ans. Et ça a engendré une augmentation de la température moyenne de la Terre qui est en train de créer un réchauffement climatique global qui pose de grands problèmes sociétaux à l'humanité en tant que telle. La question est donc de comment est-ce qu'on essaye de transitionner vers des sources non carbonées d'énergie qui ne produisent pas de carbone. Pour essayer de réfléchir à ça, je pense que c'est important d'avoir des ordres de grandeur en tête. Donc à l'échelle de la planète, l'humanité rejette dans l'atmosphère environ 10 pétagrammes de carbone par an. Ces 10 pétagrammes de carbone par an, je vais vous parler de pétagrammes de carbone par an, c'est l'unité de mesure standard des quantités de carbone dans l'atmosphère. On parle de pétagrammes de carbone, on peut aussi parler de pétagrammes de CO2. C'est globalement la même chose. CO2, c'est multiplié par 3 par rapport au carbone, mais c'est globalement la même chose. Et ce qu'il faut voir, c'est que la quantité de carbone est toujours reliée à une quantité d'énergie. Donc, si vous essayez de comparer des valeurs en pétagrammes de carbone ensemble, vous comparez en fait des valeurs énergétiques. Donc, 2 valeurs énergétiques entre elles. Je ne sais pas si c'est clair. À l'échelle mondiale, l'humanité n'est clairement pas l'acteur majoritaire du flux de carbone de la planète. En fait, c'est les plantes et les algues qui sont l'acteur majoritaire du flux de carbone à l'échelle de la planète. À elles seules, les plantes et les algues fixent 200 pétagrammes de carbone par an, ce qui est globalement presque 20 fois plus important que ce que rejette l'humanité par an. Alors du coup, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que la quantité de CO2 augmente dans l'atmosphère. C'est tout simplement parce que le carbone biologique qui est séquestré par ces plantes et ces algues, il va être utilisé quand on a pris notre déjeuner avec Bénédicte ou quand les écosystèmes terrestres et marins vont les utiliser pour vivre finalement. Donc on a finalement un flux de carbone créé par les organismes biologiques
avec un petit surplus de carbone biologique qui est d'environ 5 pétagrammes de carbone par an. Donc, globalement, il y a presque 40 ans, il y a des gens qui ont regardé ce type de données. Alors, les valeurs de production de carbone par mètre humain étaient beaucoup plus faibles, mais ils se sont dit, c'est simple, si on veut résoudre la crise climatique, si on veut éviter de produire du carbone en produisant de l'énergie, le seul élément qu'on a à faire, c'est détourner une petite partie de ces 200 pétagrammes de carbone par an et les utiliser pour faire de bioénergie. Alors, c'est une idée qui tourne encore autour de nous. On va voir pourquoi elle n'est pas complètement viable, ou en tout cas elle est plus compliquée que ça. Et on va surtout voir pourquoi ce n'est pas forcément une idée viable. L'un des problèmes qu'on a, c'est que la quantité... si on revient ici. L'un des problèmes qu'on a, c'est que la quantité de carbone biologique ici, c'est très concrètement, c'est de la nourriture, c'est du maïs, c'est du soja, c'est tout ce que vous voulez. Et que si on commence à pomper là-dedans pour produire des biocarburants, très concrètement, ça veut dire qu'on va rentrer en directe compétition avec la nourriture de la planète. Or, sur la planète, on a une population qui croît de manière assez constante. Et ce qui se passe, c'est que d'ici à 2050, on sera 2 milliards d'êtres humains supplémentaires. Et les prédictions scientifiques montrent que si on veut réussir à nourrir ces 2 milliards d'êtres humains supplémentaires d'ici à 2050, avec l'augmentation de leur niveau de vie, en évitant les famines, il faut qu'on réussisse à produire 60% de plus de production agricole par an, qui est quelque chose de relativement gros. Donc la question est, comment est-ce qu'on résout un problème d'énergie tout en résolvant comment est-ce qu'on résout nos deux problèmes d'énergie? Un problème d'énergie physique pour se transporter, pour se chauffer, et comment est-ce qu'on résout notre problème d'énergie sous forme de nourriture également, sans que les deux rentrent en compétition l'un avec l'autre. Pour essayer de réfléchir à ça, il y a une première possibilité qui est de se dire, c'est simple, la surface qu'on utilise pour faire des champs, on va l'augmenter, donc on va produire plus de champs. Donc si on regarde, quelle est la quantité de carbone terrestre qui est utilisée par l'homme? En fait, c'est des choses qui ont été quantifiées. Et il y a presque 25% de la fixation du carbone qui va être réutilisée par l'homme. Donc 25% de l'énergie de la photosynthèse est directement utilisée par l'homme pour se nourrir et pour produire de l'énergie. C'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est globalement de la nourriture, une grosse majorité. Et ça, c'est globalement du chauffage, par l'utilisation de bois de chauffage et la production d'électricité. Et ce qu'on voit, c'est que dans les zones très rouges de cette carte, 100% du carbone qui est fixé, donc 100% de l'énergie qui est produite par les organismes photosynthétiques est utilisée par l'homme. Donc des endroits comme l'Inde, l'Europe ou le Midwest américain. Il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que, comme vous pouvez l'imaginer, c'est des endroits qui ressemblent globalement à ça. C'est des endroits où tous les écosystèmes ont été transformés en écosystèmes faits pour faire de la rentabilité pour l'homme. Et si on est d'accord ensemble que globalement, on veut continuer à vivre sans trop endommager les écosystèmes aux alentours, ça semble pas être une très bonne idée de s'étendre et d'utiliser toujours plus de cette production primaire que la photosynthèse nous fait. Un autre élément est que globalement, on arrive à saturation des productions de nourriture à l'échelle mondiale. Et qu'on le voit sur les parties qui sont très rouges ici. Sur les parties qui sont très rouges, on devient très sensible à des variations climatiques. Une partie qui est très rouge, c'est un endroit où tout est utilisé par l'homme. Si jamais il y a une variation climatique qui vient toucher l'Inde, comme par exemple ça a été le cas cette année avec une heat wave, on va se retrouver avec des pénuries relativement rapidement. Donc je pense que cette donnée-là, je la trouve assez intéressante pour essayer de se dire, c'est peut-être pas intéressant d'essayer de s'étendre encore plus. Et on est déjà à saturation, donc peut-être, l'une des possibilités, ça va être d'augmenter la productivité des plantes. C'est quoi l'unité? Ici, Oui.
c'est des pourcentages de la... C'est une bonne question. C'est des pourcentages de la quantité d'énergie qui est fixée par les plantes, dans la quantité de carbone qui est fixée par les plantes. Donc en fait, quand tu es à 100%, les parties noires et rouges globalement, c'est toute l'énergie qui est fixée par les plantes et utilisée par l'homme. Elle va être transformée pour produire de la nourriture. Donc c'est des endroits qui sont très artificialisés finalement, où on a de l'agriculture massive un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est... ça n'a pas rien à voir, mais je trouve ça intéressant de mettre ça en perspective avec la biomasse humaine sur la planète, qui est de 0,0001% de la biomasse humaine, de la biomasse, pardon, les humains représentent 0,001% de la biomasse humaine, et on consomme 25% de la production énergétique de la planète par des êtres vivants. Je pense que, pour moi, ça remet un peu les choses en perspective par rapport à quel est notre impact sur cette planète. Donc globalement, là où je voulais en venir, c'est que l'une des possibilités qui, à l'heure actuelle, est la possibilité la plus regardée dans notre domaine, c'est est-ce qu'on est capable d'augmenter la productivité des plantes cultivées pour à la fois produire un peu de biocarburant pour contribuer à la transition énergétique et à la fois permettre de nourrir toute cette surpopulation qui arrive d'ici à 2050. Ce qu'il faut voir, c'est que ça fait des années que la productivité des plantes cultivées, elle augmente. Globalement, à gauche, donc là vous avez la productivité des plantes cultivées en tonnes par hectare pour du maïs, du riz, du wheat, du blé, merci, et du soja. Et du soja. Donc ce qu'on voit, c'est que depuis les années 60, ces productivités, elles augmentent globalement. Et ça, c'est les petits points qu'on a ici. Les deux barres qu'on a sur le côté, c'est en barre pleine, c'est les productivités qui continuent d'augmenter comme ça a été toujours le cas depuis les années 60. En barre pointillée, c'est les productivités qu'il faudrait pour permettre de nourrir la population et de produire un surplus de bioénergie. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on n'est globalement pas du tout sur les bonnes courbes en termes de productivité. Est-ce qu'une tonne de soja ou de blé ou de maïs représente le même nombre de calories? Tu as des variations, globalement, tu as des variations. En termes d'ordre de grandeur, c'est globalement la même chose. La biomasse sèche, une fois que tu as enlevé toute l'eau, la biomasse sèche est toujours à la même ordre de grandeur d'énergie en termes de calories. Je ne sais pas en termes de kilocalories. En termes de kilowattheure, par contre, on est autour de 5 kWh par kilo de biomasse végétale. Pour avoir un ordre de grandeur, 1 litre de fuel, c'est 10 kWh. Donc globalement, de la biomasse, tant qu'elle est sèche, c'est toujours, ça c'est toujours le point important, c'est il faut sécher ta biomasse pour pouvoir comparer, mais une fois que ta biomasse est sèche, tu es aux alentours de 5 kWh par kilo de biomasse. Et du coup, ouais. Quel est le ratio sèche plus humide, enfin sur sec quoi? Sur une tonne de soja, je perds combien en eau? Ça c'est une bonne question, je ne sais pas. Ouais, c'est une très bonne question. Je suis sûr qu'il y a des gens qui le savent. Quand on regarde ce genre de données, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de se dire, bah ok, si la productivité elle augmente, ça veut dire qu'on a bien réussi depuis les années 60 à faire des améliorations. Qu'est-ce que c'est qui a fait les améliorations dans les 50 dernières années? La première révolution, ça a été la création de fertilisants, qui sont globalement des engrais. Et ces engrais contiennent de l'azote, du phosphate et du potassium. Phosphate et du potassium. Et ces trois engrais, globalement, ces trois composés, sont des nutriments qui sont nécessaires aux plantes pour vivre. Et donc, on les met en fertilisant, et ça fait exploser la productivité des plantes. Globalement, dans la nature, les plantes sont la plupart du temps limitées par ces engrais-là, par la présence de ces engrais-là. Dans l'agriculture moderne, elles ne sont plus limitées par ces engrais-là. Donc ça, c'était l'un des leviers majoritaires qu'on a eu.
et qu'aujourd'hui on ne peut plus utiliser parce que les plantes sont déjà à saturation en termes d'engrais. Le deuxième levier le plus important qu'il y ait eu récemment, c'est le transfert de la biomasse de la plante vers les graines. Au début du siècle, 30% de la biomasse était dans des graines, 30% de la biomasse d'une plante. À l'heure actuelle, on est plutôt sur du 50-60% de la biomasse d'une plante qui est dans les graines. Et là encore, ça a été fait par du breeding, de la sélection végétale, qui a permis d'obtenir des plantes hyper productives qui produisent, vous avez peut-être vu des photos d'épis de maïs qui deviennent de plus en plus gros, c'est littéralement ça. Le problème, c'est que l'épi de maïs, il ne peut pas devenir plus gros, parce que s'il devenait plus gros, à l'heure actuelle, s'il devenait plus gros, le maïs va tomber, ça va moisir et autres. Donc ça, c'était le deuxième levier qui a été utilisé depuis les 50 dernières années, et sur lequel on n'a plus vraiment de pouvoir pour jouer là-dessus. Globalement, toutes ces questions, elles ont eu lieu il y a à peu près 20 ans. Les gens se sont rendus compte qu'on allait arriver à la saturation. Et du coup, la Royal Society de Londres, enfin d'Angleterre, a commandé un rapport par Lord Evans, qui est un scientifique des plantes assez connu, pour savoir quels sont les leviers qu'on peut encore utiliser, qu'est-ce qui nous reste finalement. Et sa conclusion, c'était que eux, leur but, c'était de doubler la productivité des plantes. Ils n'avaient pas d'échelle de temps, mais ils voulaient juste la doubler. Et sa conclusion, c'était de dire que si on veut doubler la productivité des plantes, le seul levier finalement qui nous reste vraiment, c'est d'améliorer la photosynthèse. C'est d'améliorer le rendement de photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est... Donc je vous parle de la photosynthèse depuis tout à l'heure, mais globalement, la photosynthèse, c'est quoi? C'est le processus initial qu'ont les plantes pour fixer du carbone, qui utilise de la lumière du soleil pour transformer du CO2 et de l'eau en matière carbonée. Et c'est un process que vous connaissez certainement, que vous connaissez, il est présent dans toutes les plantes, il est présent même dans des plantes un peu plus petites qui ne font pas tout à fait partie des plantes vasculaires qu'on appelle des mousses. Et il est également présent dans un tas de micro-organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on appelle des micro-algues. Ouais. Juste, on veut améliorer la photosynthèse pour que ça pousse plus vite ou... Pour que ça pousse plus vite, ouais. Parce que la photosynthèse, vu que c'est l'étape initiale qui permet de fixer le carbone, c'est aussi l'étape limitante à l'heure actuelle de la fixation de carbone, donc de la production d'énergie. Ouais. Est-ce qu'on a essayé de faire un bilan d'un point de vue carbone, de l'avantage à apporter des engrais par rapport au gain en fixation de carbone? Parce que pour amener ce potassium phosphate, il a fallu aller l'extraire. Ça coûte beaucoup de carbone, ça utilise des énergies même carbonées en l'occurrence. En bilan énergie, est-ce que l'énergie qu'on gagne à ce que la plante photosynthétise du carbone, elle n'a pas été largement... Pas, est-ce que c'est non, en l'occurrence, l'avantage de ces micronutriments, c'est qu'on les produit en quantité très très faible. Donc à l'échelle mondiale, par exemple la production d'azote, alors l'ordre de grandeur que j'ai, c'est pas l'énergie, mais c'est la fixation d'azote que génère l'humanité, globalement pour faire des engrais azotés, prendre l'azote atmosphérique qui est partout dans l'air, c'est le composant principal de l'air. On le chauffe, on met sous pression et on produit de l'ammonium. Et ça fixe de l'azote atmosphérique. Ce flux qui est généré par l'humanité, il est supérieur au flux naturel qui se passe à l'échelle mondiale. Donc pour le coup, contrairement au carbone, on a un flux d'azote qui est beaucoup plus important que le flux naturel. On change complètement des écosystèmes en faisant ça. En l'occurrence, malgré cet élément-là, en termes d'énergie absolue, je pense qu'on est quand même rentable. Mais c'est effectivement ce point-là est effectivement l'un des points les plus importants de l'agriculteur aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ces nutriments-là, est-ce qu'on peut les apporter de manière un peu plus renouvelable que la manière dont on le fait actuellement. Mais à l'heure actuelle, la question ne se pose pas beaucoup parce qu'en termes de production agricole, globalement, il y a 10% de la population mondiale qui est en état de malnutrition. Du coup, la question ne se pose pas beaucoup en ce moment de savoir s'il faut arrêter ou non de produire ces engrais. On continue à les produire parce qu'on a une nécessité globalement de produire plus de nourriture. Après, il y a des questions sociétales, tout un tas de trucs pour lesquels je ne suis pas expert.
Je vais vous montrer cette carte parce que je la trouve intéressante. C'est la carte qui montre la quantité de photosynthèse à l'échelle mondiale. L'échelle de couleur, il va de 0 à 1000, grosso modo, de 0 à 900, et c'est en grammes de carbone par mètre carré. Bon, d'une part, vous vous rendez compte ici, par gramme de carbone par mètre carré, c'est pas beaucoup. Globalement, j'avais fait les calculs, je crois que pour avoir 1 gallon d'essence, il faut attendre 1 an que 10 mètres carrés fixent tout le carbone qu'il faut. Donc c'est des vitesses de production qui ne sont pas énormes. Et ce qu'on voit sur cette carte, c'est que à l'échelle mondiale, il y a une énorme partie qui se passe en Amazonie, une énorme partie qui se passe en Afrique. Mais on peut aussi remarquer une partie importante de la photosynthèse à l'échelle mondiale se passe dans l'eau. À ce niveau-là. Et au niveau des côtes, qui sont des endroits où les nutriments qui sont présents sur la Terre sont lavés et vont arriver dans l'eau et vont permettre à des microalgues, donc des organismes microscopiques photosynthétiques, de se développer et de pousser. Et en fait, à l'échelle mondiale, ces microalgues-là, elles ont une biomasse extrêmement faible, elles représentent moins de 1% de la biomasse des plantes, mais elles fixent 50% du carbone que la photosynthèse fixe à l'échelle mondiale. Donc elles ont une efficacité immense. Il y a peut-être un truc auquel vous n'avez jamais pensé, mais les microalgues, on ne les trouve pas que dans les océans, on les trouve aussi sur la Terre. Et ça, c'est la carte de la productivité des microalgues sur la Terre. Grosso modo, vous voyez que ça corrèle pas mal avec, on en a au Midwest, en Europe, un peu en Asie de l'Est. Ça corrèle pas mal avec la production agricole. Et pareil, l'échelle, ça va de 0 à 92. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les microalgues, vous ne les repérez pas quand elles sont sur la Terre, on ne les voit jamais. Mais malgré le fait qu'on ne les voit jamais, elles représentent 6% de la fixation du carbone terrestre. Donc 6% de ce qui se passe sur la Terre, ce n'est pas des plantes, c'est des microalgues. Tout ça pour vous dire que les algues à l'échelle mondiale, elles ont un impact important. Et c'est la raison pour laquelle on les observe. C'est parce qu'on pense que leur efficacité énergétique est bien supérieure à celle des plantes. Et du coup, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'elles font leur photosynthèse. Qu'est-ce qui fait qu'elles marchent bien? Pour ensuite essayer de transférer ce savoir sur les plantes pour essayer d'augmenter la productivité des plantes. Alors là, je voudrais faire une pause et vous demander, à votre avis, en termes de conversion énergétique, énergie lumineuse vers énergie biomasse, c'est quoi le rendement de la photosynthèse pour une plante? Est-ce que quelqu'un a une idée? 2%. 2%? Non, je dirais 4. 4? 4. Ça marche. Ok. 1? 21. 1? 14, 0,1%. Donc j'ai eu 1, 4, 0,1, 20. La productivité des plantes qui est mesurée en plein champ, c'est globalement entre 1 et 2%. Donc le 2% était très bien. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même pas énorme. Donc on a ici une potentialité importante d'amélioration. Quelle est l'efficacité énergétique d'une microalgue typique? 5. 98. 98. Alors 98, c'est le rendement de la première étape de la photosynthèse. Globalement, le 5 était bon. On est entre 2 et 5%. En fonction des conditions de culture, ça varie un petit peu. Ouais. Où sont les pertes? Où est-ce qu'elles vont? C'est quoi? C'est de l'énergie, c'est de la chaleur? Les pertes, tu as une grosse partie qui est sous forme de chaleur et une partie qui est sous toutes les... On va voir ça tout à l'heure. Une grosse partie est dans quelles sont les réactions métaboliques qui se font. Une fois que l'algue, ta plante, elle a absorbé la lumière du soleil, okay. Elle l'a transformée en énergie chimique. Mais cette énergie chimique, elle va être transférée à droite à gauche avant d'être utilisée pour fixer du carbone. Et la manière dont elle est transférée, les protéines qui sont impliquées dans les transferts-là, elles sont plus ou moins efficaces. Il va y avoir de la perte, ça va créer de la chaleur, ça va venir transformer de l'oxygène en eau, ça va faire des réactions annexes dont la cellule n'a pas forcément besoin. Et tout ça, ça va créer des pertes. Faut voir
la photosynthèse comme étant juste une machine qui a de la friction globalement. Et la friction, effectivement, au final, ça crée de la chaleur. Et là, du coup, ce que tu dis, le pourcentage, c'est le pourcentage d'énergie qui est capté par la photosynthèse qui sert à fixer du CO2. Qui sert à fixer du CO2. Il y a une partie qui est réfléchie aussi, peut-être par la France. Tu as une partie qui est réfléchie. Ouais, Tout ouais. ça, c'est la partie qui est absorbée. Globalement, il n'y a pas énormément de différence entre partie réfléchie et partie absorbée entre ces deux. C'est 98 que tu disais. Non, le 98, c'est à une fois que c'est absorbé, ça se transforme en énergie chimique. Le 98, je pense qu'il vient bientôt. À partir de maintenant, ça va peut-être devenir un peu technique. Je vais vous présenter ce que nous on fait dans le laboratoire. Et on travaille sur une algue qui s'appelle Chlamydomonas, qui est une algue du sol, qui a été récoltée la première fois dans un champ de patates dans le Midwest, et qui est en laboratoire depuis 90 ans. Donc on a la même souche d'algue qu'on repique depuis 90 ans. Elle est assez utile parce qu'elle pousse relativement vite, et on a des outils génétiques dessus pour venir modifier l'ADN et créer des mutants qu'on va étudier par la suite. Pour ceux à qui ça ne dit rien, la création de mutants, n'hésitez pas à me poser des questions tout à l'heure quand on va en parler. Donc ça, c'est mon algue. Globalement, elle a un chloroplaste ici, donc qui est la partie verte, qui absorbe la lumière du soleil et qui la transforme en énergie chimique. Et elle a aussi un pyrénoïde ici au centre, qui est la partie grise, qui va récupérer l'énergie chimique et qui va l'utiliser pour fixer du carbone et transformer ça en glucose et faire des chaînes carbonées, etc. Donc si on zoome un peu à l'intérieur pour voir comment elle marche. Ouais. C'est à l'échelle en termes de surface, en termes de volume ou pas du tout? Là, tout est à l'échelle. Ouais. Donc ça, pour dire, ça c'est le noyau, le nucléolus, ça c'est le chloroplaste, ça c'est le pyrénoïde. Et donc elle fait 5-6 micromètres de diamètre. Donc ça, je vais vous présenter pour l'instant la photosynthèse. Il n'y a pas de différence. Ce que je vais vous présenter là maintenant, c'est la même chose entre les plantes et les algues, c'est le principe général. Et le principe de base, c'est que la lumière est absorbée au niveau du photosystème 2. Je ne sais pas si je vais... Au niveau du photosystème 2, ici. Elle va être utilisée pour transformer de l'eau en oxygène. Et cette transformation d'eau en oxygène, elle va générer un électron. Donc elle arrache, la réaction photochimique arrache un électron à l'eau, crée de l'oxygène, et crée des électrons qui vont venir, ce n'est pas des électrons qui se baladent comme ça pour les physiciens, c'est des électrons qui vont venir réduire des protéines. Donc tu as une molécule qui vient récupérer l'électron et qui va la passer avec l'autre. C'est ce que je décris ici par cette flèche. Globalement, ces électrons, c'est de l'énergie chimique qui va être transférée le long de la chaîne photosynthétique. Son énergie va être augmentée au niveau du photosystème 1. C'est un peu anecdotique, mais c'est important. Et ça va être utilisé pour produire l'un des composants de base de la biologie même humaine, qui est du NADPH ou du NADH. Cet élément-là est un composé énergétique de la cellule que les cellules biologiques utilisent pour absolument tout. Toutes leurs réactions, c'est la base de la chimie réductrice dans la biologie. En parallèle, ce transfert d'électrons-là, il va permettre de transférer les protons. Donc les protons, c'est quoi? C'est du H+, et qui vont se délocaliser de l'extérieur de cette poche-là, qu'on appelle le thylakoïde, vers l'intérieur. À quoi ça va nous servir ça? Ça va nous servir à créer un gradient. C'est-à-dire on va avoir plus de protons à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ce gradient est utilisé par une protéine qu'on appelle l'ATP synthase, qui va utiliser ce gradient pour générer de l'ATP, qui est la petite molécule rouge. C'est le deuxième currency, monnaie énergétique de la cellule en biologie. Donc les cellules biologiques, elles utilisent globalement ATP, NADPH. Et tout ça, c'est généré par ce process de la photosynthèse. Et ensuite, la cellule, ce qu'elle fait, c'est que, notre algue, ce qu'elle va faire, c'est elle envoie ce NADPH et cet ATP dans le pyrénoïde pour fixer le carbone via une chaîne réactionnelle compliquée qu'on appelle le cycle de Calvin. Donc voilà pour la photosynthèse. Les algues ont un pouvoir un peu spécial.
l'un des facteurs qui fait qu'elles sont hyper efficaces à fixer du carbone, c'est qu'elles font la fixation du carbone dans cet organelle ici. En fait, à quoi ça leur sert? C'est que ce pyrénoïde, là, cette partie en gris, c'est comme une espèce de bonbonne dans laquelle on peut venir concentrer ce qu'on veut. Donc on peut concentrer par exemple le CO2, ce qui fait que les vitesses de réaction de la fixation du carbone vont être beaucoup plus rapides. Et c'est exactement ce qu'elles font. Oups, pardon. Alors là je vous repasse. Ok. C'est exactement ce qu'elles font avec un mécanisme qui s'appelle le CO2 Concentrating Mechanism, qui va venir pomper le carbone inorganique externe et le rentrer à l'intérieur des cellules pour faire en sorte que l'algue, en plus d'avoir son NADPH ATP, elle ait toujours du CO2 pour faire tourner la machine. Ouais. Et qu'est-ce qui est l'énergie pour faire ça? Elle a des ou... C'est une bonne question. C'est justement la question à laquelle je viens maintenant, c'est que globalement, on a dit que cet ATP, ce NADPH, il était utilisé dans le Calvin Cycle. On n'a pas dit ce qui permettait de donner de l'énergie à ces réactions-là. Tous les transports, globalement, enfin chaque transport de molécules, ça coûte de l'énergie, chaque concentration, ça coûte de l'énergie. Ce qui nous manque aussi, c'est que, un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que le Calvin Cycle, il a besoin d'un petit peu plus d'ATP que ce qui est produit par la chaîne photosynthétique. Donc ici, les cellules, elles ont deux problèmes. Elles ont le problème que le CCM, il faut lui fournir de l'énergie, et que le Calvin Cycle, il faut lui fournir encore plus d'énergie. Et c'est ça, et c'est là que va se situer énormément d'inefficacité dans la chaîne photosynthétique. C'est comment est-ce qu'on réussit à produire cette énergie supplémentaire pour faire en sorte que le système fonctionne bien. Et pour ça, il y a plusieurs voies qui fonctionnent en parallèle. Elles fonctionnent toutes en parallèle pour s'adapter globalement à des changements environnementaux. Et dans notre laboratoire, nous, ce qu'on étudie, c'est comment est-ce qu'elles fonctionnent entre elles, lesquelles sont efficaces, lesquelles sont inefficaces, et on va voir ensemble comment est-ce qu'on a quantifié ça. Je me rends compte qu'on est complètement hors des clous. Je pense qu'on va laisser sur votre question. Ouais, c'est cool. Donc n'hésitez pas. Donc d'où vient l'énergie pour fixer le carbone? D'où vient cette énergie supplémentaire? Une question, tu as montré pour les algues qu'elles viennent mettre le CO2 dans la poche, mais si tu es une plante normale, à quelle étape tu interagis avec le CO2? Tu fais juste de la diffusion. Ah, c'est ok. Et ça, c'est l'un des facteurs. Alors, globalement, il y a deux teams amélioration des plantes. Il y a la team qui sera plus sur la partie Calvin Cycle, où je vais vous présenter des données là-dessus, et la team qui est plus sur on va se débrouiller pour faire que les plantes elles aient un CCM pour qu'elles soient plus efficaces. Et je vais vous présenter aussi des données là-dessus. Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que les algues soient dans l'eau ou ça n'a aucun? Ça a probablement un rapport avec le fait que les algues soient dans l'eau, parce que donc pour les chimistes ici, enfin pour ceux qui ne sont pas chimistes ici, le carbone inorganique, donc le CO2, quand il est dans l'eau, il est sous deux formes majoritaires, disons deux formes dans la plupart du temps, sous forme de CO2 et de bicarbonate, HCO3-. Ces deux formes, elles sont ces deux formes dissoutes dans l'eau, et globalement, le CCM utilise énormément du bicarbonate. Donc on pense que c'est un truc qui a évolué par le fait que les algues étaient dans l'eau. Et pour tout vous dire, les plantes, durant l'évolution des plantes, c'était les microalgues en premier, ensuite elles sont sorties de l'eau. On était dans un milieu où il y avait beaucoup de CO2, donc elles n'avaient pas besoin de ça. Les plantes, elles ont viré le CCM. Maintenant, elles ont plutôt besoin. Et certaines plantes sont revenues dans l'eau. Et globalement, toutes les plantes qui sont revenues dans l'eau, au bout d'un moment, elles ont évolué une nouvelle forme de CCM, une nouvelle manière de concentrer le carbone. Donc il y a un lien avec le fait que ce soit dans l'eau, le fait qu'elles évoluent ce genre de truc. Il y a une pression de sélection énorme pour le fait d'avoir ce genre de mécanisme. Ok, donc, je vous ai parlé de voies alternatives qui permettent de produire de l'énergie supplémentaire pour alimenter pour énergiser cette fixation du carbone. La première voie, on va voir celles qui sont dans les algues et on verra ensuite à la fin comment est-ce qu'on peut transférer ça chez les plantes. La première voie est une voie assez simple
qui recycle des électrons autour du photosystème 1. Et en recyclant, à ce niveau-là, au niveau de cette protéine qui s'appelle le cytochrome B6F, on va régénérer un gradient de protons supplémentaire et ça va générer plus d'ATP. C'est clair pour tout le monde? Encore une fois. Oui. Le flux cyclique, ok, donc cette flèche-là, elle recycle à ce niveau-là. Donc elle fait tourner des électrons ici. Et quand tu fais tourner, à chaque fois que tu as un électron qui passe là, ce proton, tu as un proton qui va venir à l'intérieur. Okay. Et plus tu as de protons à l'intérieur, plus tu as de protons qui vont pouvoir ressortir pour faire de l'ATP. Donc tout ce que je vais vous présenter là fait fonctionner la chaîne photosynthétique et donc pompe des protons pour générer plus d'ATP. Ouais. Et GRL1, c'est un mécanisme qui a été observé dans la nature ou qui a été construit? C'est un mécanisme qui est observé dans la nature. D'accord. C'est la protéine qui permet de faire cet élément. Donc ça, c'est dans la phase où on observe, on comprend ce qui existe déjà. Exactement. Là, c'est dans la phase où on observe ce qui existe déjà chez les plantes. Chez les algues. On est toujours chez les algues. On a une deuxième protéine qui, elle, vient transformer l'oxygène en eau à ce niveau-là. Donc quand on parlait d'inefficacité, de pourquoi, qu'est-ce qu'elles en font globalement, par exemple cette protéine, elle prend de l'énergie qui vient du photosystème 2, un électron qui a été compliqué à arracher de l'eau, et elle le transforme en eau. Donc c'est une protéine qui globalement fait beaucoup de pertes de pouvoir réducteur, et on verra tout à l'heure qu'on a pu mesurer l'efficacité énergétique de cet élément-là. Mais globalement, c'est une énorme perte de pouvoir réducteur, mais ça te permet de générer plus d'ATP. Donc c'est toujours une nouvelle manière de générer plus d'ATP, qui est vraiment la monnaie énergétique qui manque dans les cellules. Une dernière manière de faire ça, c'est d'exporter de l'énergie photosynthétique, donc globalement du NADPH ou des électrons directement, vers la mitochondrie, et utiliser ça dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Et la mitochondrie, je vous passe les détails, elle produit également de l'ATP par exactement les mêmes mécanismes. Ouais. J'ai bien compris comment la FLVS, ça a aidé à créer plus d'ATP. Parce que la cellule a pas manqué d'eau, il recrée de l'eau. La cellule recrée de l'eau, c'est assez étonnant. En fait, il faut voir que l'eau, l'avantage que ça a, c'est que c'est un produit inerte et que l'oxygène est présent partout dans la nature. Donc la cellule utilise ça juste pour prendre des électrons ici, faire tourner la chaîne photosynthétique, et là où ça génère de l'ATP, c'est à ce niveau-là. Les électrons qui sont produits par le photosystème 2 vont générer un gradient ici, qui va te permettre de générer de l'ATP. Et elle utilise l'oxygène parce qu'il y en a partout et que c'est une molécule hyper réactive, et en eau, parce que l'eau c'est inerte, quoi, ça ne va pas dommager la cellule. Il faut voir que l'oxygène, quand il réagit, peut former plein de molécules qui ne sont pas de l'eau, genre du peroxyde qu'on utilise pour se blanchir les cheveux. Si ça blanchit les cheveux, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est quand même relativement dangereux. Et les cellules biologiques, globalement, elles évitent ce genre de choses. Donc le fait que ça produise de l'eau, c'est plutôt une manière de faire quelque chose de safe, quoi. La raison pour laquelle il y a des algues, du coup, des plantes qui n'ont pas ces gènes, alors c'est quand même une pression de sélection immense, j'imagine, de produire plus d'énergie. C'est pour quelles sont les raisons qu'on imagine? La raison principale, alors, en l'occurrence, la raison principale que j'imagine personnellement, c'est encore vraiment en débat, c'est que l'efficacité énergétique n'est pas un élément qui a été sélectionné. Et que, à un moment donné, en fait, les plantes ont dû utiliser d'autres voies d'énergisation qui étaient potentiellement plus ou moins efficaces, et que elles se sont basées juste sur une seule des voies. En fait, les plantes se basent que sur le cyclique, concrètement. Et elles ont supprimé les autres. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a eu des conditions climatiques qui ont favorisé la perte de ces autres voies, qu'elles sont juste pas réapparues parce qu'il n'y avait pas de pression de sélection pour avoir des voies efficaces. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ces voies sont importantes
Parce que globalement, on se doutait un petit peu qu'elle produisait plus d'ATP, comme je viens de vous l'expliquer. La question, c'est est-ce que ces voies sont vraiment importantes pour le CCM ou pour la fixation du CO2 par itself? Ok. Directement. Donc comment est-ce qu'on essaie de voir premièrement si elles sont importantes pour le CCM, donc pour la concentration du carbone? Ce qu'on vient essayer de mesurer, c'est la vitesse de la photosynthèse en fonction de la concentration en carbone. Donc ce qu'on voit, c'est que globalement, dans ce graphe-là, quand le CCM est présent chez des algues, la photosynthèse est quasiment à son maximum, quelle que soit la concentration extérieure en carbone. C'est globalement à ça que ça sert, le CCM. Et si jamais on fait pousser nos algues dans des conditions de très fort CO2, donc à 5% de CO2, ce qu'on voit, c'est que la photosynthèse devient hypersensible à la concentration en carbone. Ça, c'est la manière qu'on a, nous, au laboratoire, de mesurer la présence ou non d'un CCM. Globalement, si la courbe est comme ça ou comme ça. Donc, ce qu'on a fait pour essayer de voir si ces mécanismes étaient importants pour le CCM, on a mesuré chez des souches sauvages, donc des souches qu'on n'avait pas modifiées génétiquement. On a pris des souches qu'on avait modifiées génétiquement pour ne plus avoir ces F élevés. On a vu qu'il n'y avait pas vraiment de différence avec le sauvage. On a également pris des souches qu'on avait modifiées génétiquement pour ne plus avoir ce flux cyclique PGRN1, et il n'y avait toujours pas de différence. Et donc là, c'était un peu puzzling parce que tu te dis, on enlève une voie qui génère de l'ATP et il ne se passe rien. Le CCM, globalement, fonctionne très bien, donc c'est à l'encontre de ce à quoi on s'imagine. En fait, nous, ce qu'on s'est dit ensuite, c'est ces deux voies, potentiellement, l'une compense l'autre quand elle n'est pas là. Quand tu as une voie qui est en moins, la deuxième fonctionne beaucoup mieux, enfin, à plus grande échelle. Donc on a fait des doubles mutants qui n'ont ni une voie ni l'autre. Et ce qu'on observe, c'est que le CCM fonctionne vraiment très mal dans ces conditions-là. Et ça a été la première démonstration de montrer que, en fait, ces voies-là, elles sont vraiment importantes pour concentrer le carbone via le mécanisme du CCM. Et que c'est quelque chose qui a été conservé chez les algues, parce que les algues ont ce CCM-là. On s'est aussi intéressé au rôle de la mitochondrie, dont je vous ai parlé. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est un petit peu différent. On a pris des souches sauvages. Donc ça, c'est leur signal qu'elles donnent habituellement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un inhibiteur de la mitochondrie pour qu'elles n'utilisent plus la mitochondrie. Et ce qu'on voit, c'est aussi qu'il y a un petit effet sur le fonctionnement de la cellule. Elles ont une photosynthèse qui est plus sensible au carbone, plus sensible à la concentration en carbone. Ce qui veut dire que la mitochondrie aussi a un rôle dans le CCM. Alors je vous passe un peu les détails parce que ça devient probablement technique. On a réussi à montrer que ce n'était pas nécessairement uniquement l'ATP, mais c'était aussi les concentrations en gradient, en protons à l'intérieur du humain qui étaient importants pour faire de l'énergie du CCM. Et que la mitochondrie était importante pour générer de l'ATP, pour faire fonctionner ces transporteurs à ce niveau-là. Donc globalement, ce qu'on a montré dans cet article-là, c'est que les voies qui sont situées dans le chloroplaste, donc dans la partie photochimique ici, sont importantes pour faire de l'énergie supplémentaire pour le CCM qui est dans le chloroplaste. Et la voie mitochondrielle est importante pour énergiser le transport de carbone à l'extérieur du chloroplaste. La question suivante qu'on peut se poser à partir de là, c'est de se dire... Le CCM, c'est quoi encore? Concentration de carbone. CO2 concentrating mechanism. Est-ce qu'il y a des questions sur ce truc-là? On a dit des techniques. L'un des éléments, à partir de là, la question que nous on s'est posée, c'est qu'est-ce qui produit maintenant l'énergie pour fixer vraiment le carbone? Une fois qu'il est concentré, on sait maintenant d'où vient l'énergie pour le concentrer. Qu'est-ce qui nous permet de le fixer? Je vous ai dit que le Calvin cycle ici, il a besoin d'un petit peu d'ATP en plus. Du coup, la question c'est de se dire, qu'est-ce qui permet de faire ça? Est-ce que nos trois voies dont on a parlé, est-ce qu'elles sont nécessaires pour fixer le carbone? Est-ce que c'est elles qui fournissent cette énergie? Et la question qui vient, c'est est-ce qu'elles sont toutes aussi efficaces les unes que les autres?
Et une fois qu'on a compris laquelle était la plus efficace, est-ce que finalement c'est la voie la plus efficace qui est utilisée? Spoiler, c'est pas le cas. Globalement, la manière dont on fait... Donc la première chose qu'on a essayé de voir, c'est est-ce que la fixation du carbone est dépendante de ces trois voies. Et ce qu'on fait, c'est que là, ce qu'on mesure, c'est la quantité de photosynthèse, obscurité, lumière, obscurité. Quand c'est positif, il y a de la photosynthèse et la fixation du carbone. Et au milieu de la manip, on ajoute un inhibiteur de mitochondrie. On est dans un double mutant donc qui possède ni FLV ni PGRL1, donc il a perdu 2 des voies. On enlève la troisième voie, et ce qu'on voit, c'est quand on enlève la troisième voie, on perd tout niveau de photosynthèse et on tombe globalement à 0 ici. Ce qu'on voit, c'est juste pour vous montrer un contrôle qui est sur un sauvage. Sur un sauvage qui a toujours les 2 autres voies. Quand il perd la mitochondrie, il continue à faire de la photosynthèse de manière tout à fait normale. Donc, ce qu'on voit, c'est que la présence de l'une de ces voies est nécessaire. Ouais. Là, c'est des microalgues qui sont dans des boîtes de pétri qui baignent dans l'eau et vous avez une sonde qui mesure l'oxygénation dans l'eau et c'est ces points-là qui sont à l'échelle. C'est exactement ça. Ce qu'on fait, c'est on cultive nos algues dans un liquide et ensuite on les met dans une petite cellule fermée et on a une sonde qui vient mesurer les concentrations en CO2, les concentrations en oxygène. Et ensuite, on joue en rajoutant des inhibiteurs ou en faisant obscurité, lumière, obscurité, lumière. Du coup, la question qu'on s'est posée ensuite, c'est est-ce que toutes ces voies sont aussi efficaces les unes que les autres? Parce que s'il y en a une qui est plus efficace que les autres, c'est peut-être celle-là qu'on va vouloir mettre dans les plantes, par exemple, pour créer des plantes qui sont plus efficaces. À partir de là, la question est qu'est-ce que l'efficacité? Et nous, la manière dont on pense à l'efficacité actuellement en labo, c'est de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est que notre énergie qui est produite, elle fixe du carbone. Donc, au final, on va quantifier l'efficacité en quantifiant l'énergie générée par la photosynthèse versus l'énergie utile, l'énergie qui fixe du carbone. Et donc, on fait un ratio entre cette énergie utile qui fixe du carbone et l'énergie produite par la photosynthèse, qui nous permet d'obtenir une espèce d'efficacité pour chacune des 3 voies. Alors, ça c'est juste la manière dont on le mesure. En fait, ce qu'on fait, pour obtenir notre efficacité électronique, ce qu'on fait, c'est on mesure la photosynthèse chez des mutants qui n'ont plus qu'une seule des voies et on la divise par la quantité totale d'énergie qui a été générée par le photosystème. Énergie générée, énergie qui est utile pour fixer du carbone divisé par l'énergie générée. Et ça nous donne une espèce d'efficacité. Ce qu'on voit là, c'est des quantifications du flux PGRL1, ici, du flux FLV et du flux vers la mitochondrie. Ouais. Comment vous calculez l'énergie générée? On le mesure en mesurant l'oxygène produit par la photosynthèse, qui est une manière de mesurer la quantité d'énergie qui a été générée par le photosystème 2. Et donc en fait, ce que ça nous permet de voir ici, c'est que il y a l'une des voies, là, celle qui utilise la mitochondrie, qui a une efficacité énergétique de presque 90%. Donc globalement, quand il y a de l'énergie qui est produite par la photosynthèse, la très grosse majorité va permettre de fixer du carbone. Et il y aura un peu de perte, mais la très grosse majorité permet de fixer du carbone. Le flux cyclique d'électrons, le PGRL1, dont on a parlé tout à l'heure, lui c'est vraiment le moins efficace de tout. Tu as besoin de générer 50%, enfin tu as 50% presque de perte d'énergie pour fixer un électron, pour fixer une molécule de carbone, tu as besoin de produire 2 fois plus d'énergie que si tu utilisais la mitochondrie. Une fois qu'on a eu ça, on s'est dit on va essayer de quantifier in vivo c'est quoi les voies qui sont vraiment utilisées. Et ce qu'on observe, c'est la voie PGRL1, c'est un peu compliqué. La voie PGRL1 en bleu qui est la moins efficace, c'est celle en bleu à droite qui est la plus utilisée. Là à droite, ce que je vous montre, c'est le nombre d'électrons qui passent par chaque voie, divisé par la quantité de CO2 qui est fixée. Et ce qu'on voit, c'est que la voie qui est la plus efficace, la mitochondrie, c'est celle qui est la moins utilisée en rouge au milieu.
Donc là, on a une espèce de résultat un peu étonnant qui nous montre que, au moins chez les algues, donc dans ces organismes qui de base sont relativement efficaces, les algues n'ont quand même pas choisi, entre guillemets, la voie la plus efficace pour fixer du carbone. Vraiment, mon interprétation de la chose, c'est de dire, finalement, les algues ont évolué dans un monde qui était la plupart du temps limité par plein d'autres choses, et elles n'ont pas forcément choisi les mécanismes les plus efficaces, elles ont choisi les mécanismes qui leur permettaient de se reproduire le mieux. Donc nous, maintenant qu'on comprend ça, en fait, ce qu'on est en train d'étudier au labo, concrètement sur ces algues-là, c'est essayer de voir, est-ce que si on n'enlève pas PGRL1, qui est la voie la plus utilisée mais la moins efficace, et qu'on ne booste pas la voie FLV, la voie mitochondriale, c'est un petit peu plus compliqué, mais si on enlève cette voie, qu'on booste celle-ci, est-ce qu'on peut réussir à augmenter la productivité de nos algues? Juste ça. Ouais. Quand le carbone fixé, c'est quoi? C'est de la biomasse. C'est de la biomasse. Donc la microalgue, elle est plus grosse, quoi. Elle est plus grosse, elle se divise plus vite, un petit peu plus vite. Ouais. Et vous savez pourquoi ces protéines-là ont été sélectionnées? Pourquoi elles ont été sélectionnées? C'est en débat. Je dois avouer qu'on n'a pas trop d'idée du pourquoi ça a été sélectionné. Mais c'est une question intéressante parce que chez les plantes, on n'a pas forcément... Donc l'un des exemples assez typiques, là, c'est que les FLV, donc, qui sont cette voie qui est un peu intermédiaire en termes d'efficacité énergétique, elle est absente des plantes. Et du coup, on ne sait pas trop pourquoi elle a été perdue. On pense que ça a été perdu en partie parce que le CCM a été perdu chez les plantes. Pour une raison un petit peu obscure à l'heure actuelle. Mais ce qu'on voit, c'est que vu qu'elle est absente des plantes et qu'elle est plus efficace que PGRL1, qui est aussi la voie la plus utilisée dans les plantes, ben on peut se dire, si on l'exprime chez des plantes, potentiellement on va augmenter l'efficacité de photosynthèse. Et en fait, il se trouve que c'est exactement ce qu'a fait un laboratoire japonais récemment. En haut, vous avez une souche sauvage, c'est une plante qu'on appelle l'Arabidopsis, qui est la plante standard d'études en biologie des plantes. En haut, vous avez Arabidopsis sauvage qui n'a pas ce flux, et en bas, vous avez celle mutante dans laquelle ils ont rajouté cette voie énergétique. Et ce qu'on voit, alors, ils ont fait des quantifications, je suis d'accord, c'est pas méga probant, mais on voit quand même qu'il y a une augmentation de la taille des feuilles dans la souche du bas. Et globalement, il y a une petite augmentation de la productivité que nous, on peut relier au fait que cette voie d'énergisation du cycle de la fixation du carbone est finalement plus efficace. Donc on pense qu'ils ont publié cet article sans savoir quel était le mécanisme sous-jacent. Nous, on pense que c'est parce qu'ils ont augmenté l'efficacité de photosynthèse dans leur plante. Donc globalement, je suis désolé, je suis complètement out du temps. Non, mais d'accord, doucement, c'est bien. Ouais. S'il y a quelques trucs que je veux que vous reteniez ce soir, c'est premier point, qui est que l'homme a un impact immense sur la planète, et si vous voulez garder un chiffre en tête, c'est que 25% de l'énergie produite par la biosphère est utilisée par l'homme. 25% de la photosynthèse est utilisée par l'homme pour les besoins de l'homme. Le suivant, c'est que les plantes sont globalement pas très efficaces en termes de rendement énergétique et que c'est le levier majeur qu'on peut utiliser pour essayer d'augmenter les productivités à l'échelle mondiale. Et que les plantes ont autour de 1 ou 2% d'efficacité, de rendement énergétique, et les microalgues entre 2 et 5%. Et enfin que, globalement, l'amélioration de la photosynthèse, c'est un levier puissant pour essayer de développer un monde un peu plus durable, et que, en essayant, j'espère vous avoir montré qu'en essayant de comprendre fondamentalement comment fonctionnaient les mécanismes de la photosynthèse et de la fixation du carbone, on est capable de proposer une direction dans laquelle, je perds mes mots en français, une roadmap
Une trajectoire pour pour essayer d'améliorer la productivité des plantes et d'améliorer la photosynthèse. Et tout ça en étudiant ça chez les algues, parce que les algues ont un potentiel que les plantes n'ont pas, et elles ont des mécanismes qui a priori sont plus efficaces énergétiquement que les mécanismes qu'ont les plantes. Et je suis heureux de répondre à vos questions s'il y en a encore. Est-ce qu'on peut imaginer des algues qui ont une efficacité énergétique de 50%, 70%? Est-ce qu'il y a le seuil maximal théorique, c'est globalement 10%. C'est 10%. Ouais. Quand tu dis 2 à 5, c'est la variabilité de l'environnement, des algues déjà entre elles, dans différentes espèces d'algues. C'est surtout des variabilités d'environnement. La manière dont tu les cultives joue un rôle énorme. Elles vont très rapidement, le 2% c'est très rapidement quand elles tombent en limitation par de l'azote du phosphate. Et tu as aussi un élément qui joue beaucoup, c'est la qualité de la lumière qui arrive sur les algues. Ou sur les plantes, c'est la même chose. En gros, si ta lumière elle est continue comme là maintenant, les plantes sont globalement plus productives que si jamais il y a plein de nuages qui passent. Parce que les variations de lumière très rapides, enfin rapides et moins rapides, vont créer encore plus d'inefficacité parce qu'elles utilisent globalement, une plante elle est adaptée à la faible lumière, hop, t'as un nuage, le nuage s'en va, la lumière augmente énormément. D'un seul coup, la plante elle voit une quantité saturante de lumière, elle utilise volontairement des pathways qui sont énergétiquement défavorables pour évacuer le trop plein d'énergie parce qu'elle a juste cinétiquement pas le temps de réagir. Donc la qualité de la lumière joue. Est-ce que en serre, c'est pour ça que ça marche bien? Mais j'imagine que la serre, très clairement, ça évite le plus souvent, t'as des serres qui sont volontairement shadées, je sais pas comment dire, ombragées, pour éviter la sursaturation des plantes, et ça marche mieux comme ça. Les serres, c'est aussi un effet de la température. Parce que localement, tu as une température plus stable. J'ai l'impression que c'est augmenté localement le CO2 aussi. Par rapport au CO2 de l'air qui est à 1%, on arrive à monter à 5%. Le CO2 de l'air est à 400 ppm, donc 0,04%. Ben, apparemment, il serait aussi supérieur à ça. En fait, c'est plutôt l'inverse. Si tu es dans une serre, en fait, elle va consommer du carbone. Tes plantes, elles vont consommer du carbone. Donc si tu es dans une serre, tu as une barrière avec l'extérieur, donc tu as moins de carbone à l'intérieur. En revanche, ce que font les gens dans les serres, c'est qu'ils rajoutent du carbone à l'intérieur. Et tu as on voit ça beaucoup sur des barquettes de fraises, les gens qui vendent des barquettes de fraises en Il y a un terme pour ça. Globalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur serre à côté d'une centrale de production d'électricité au fuel, et tu récupères les vapeurs d'échappement et tu mixes pour avoir du 5% de CO2. Et ça te permet d'augmenter la concentration en CO2 pour qu'elle pousse mieux. Ouais. Le rendement du photovoltaïque, c'est plutôt autour de 20%. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faudrait croire au biocarburant à horizon long terme plutôt qu'au photovoltaïque? C'est une très bonne question. Pour moi, il y a deux arguments principaux. Le premier, il est de dire que le photovoltaïque, il est de dire que c'est pas l'un versus l'autre. Et concrètement, l'Agence internationale de l'énergie, ce qu'elle propose, c'est un mix énergétique qui est basé principalement sur du photovoltaïque, avec un peu de biocarburant. L'avantage du biocarburant, c'est que tu as un rendement direct qui produit du carburant liquide, donc de la biomasse, que tu n'as pas avec du photovoltaïque, qui est plus compliqué à faire. Et un autre avantage, c'est que c'est une espèce de low-tech. Donc les algues ou les plantes, tu as besoin de moins de composés rares, de métaux rares, a priori, pour produire leur biomasse. Donc, pour moi, c'est clairement pas une opposition, les deux doivent fonctionner ensemble.
je crois que Nicolas avait une question. C'est juste une question rapide. Si ce que tu fais marche Ouais. et qu'on est plus efficace, comment il faut imaginer la plante et les cultures? Parce que tu parlais de limites mécaniques et aussi de surface. Enfin, le fait de juste grandir plus, on va avoir des limitations. Est-ce qu'il faut imaginer plutôt faire une récolte de plus par an? Comment il faut le voir? On est plutôt dans ce mode-là qui est de faire une récolte de plus par an en fixant plus de carbone pour que les plantes arrivent à maturité plus tôt. Maintenant, une question était liée, c'était quand on dit fixer du carbone, l'enjeu, dans ta vision, c'est de produire du biocarburant ou par exemple de fixer du carbone dans augmentant la teneur carbone des sols, en faisant du carbone naturel, mais qui sont pas forcément destinés à évoluer derrière pour faire du... L'enjeu, de mon point de vue, de mon labo de recherche, l'enjeu c'est d'augmenter les productivités en général en utilisant les leviers de la photosynthèse. Et ensuite, je pense que l'avantage c'est que c'est la réaction primaire, donc ensuite on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Et je pense que tous les enjeux sont valables à ce niveau-là. Il y a aussi un truc dont je n'ai pas parlé qui est plutôt du carbon capture, sur lequel je travaille avec une start-up actuellement qui s'appelle Carbon Drop, qui veut utiliser des algues pour fixer du carbone et pour envoyer le carbone au fond des océans sous forme de droplets de carbone pur, sous forme d'un polymère. Et là, l'une des étapes importantes, ce sera d'améliorer leur photosynthèse et de faire en sorte qu'elle balance le plus de carbone possible au fond des océans. Donc je dirais qu'il y a plein d'applications une fois qu'on a compris comment ça marche. Ouais. Ouais, c'est comme ça, plusieurs fois, j'arrive pas à comprendre le 25% à gauche. Parce que, par exemple, si ça compte la production primaire qui est utilisée par les vaches ou le mange. Ouais. Complètement. Et est-ce qu'on compte, une fois qu'on meurt et qu'on se mange par des vers de terre, le fait qu'ils profitent de notre fixation à nous, parce que c'est un cycle au final, du coup, comment ça se fait? La manière dont ça compte, c'est annuellement quelles sont toutes les terres qui sont utilisées par l'homme. Du coup, ça prend en compte vraiment tous les vaches, je sais pas honnêtement, enfin, comme on l'a vu, la biomasse humaine, elle est méga faible. Donc ça, en termes de carbone, je pense que ça compte pas, voire pas du tout. C'est 25%, c'est de la production primaire, donc c'est fixation du carbone par des organismes photosynthétiques. Donc ça prend pas en compte tout le reste. Les 25%, c'est 100% des plantes de la planète qui fixent globalement 100 pétagrammes de carbone par an. Et il y a 25% de ça que l'humain utilise. 200, c'est la Terre et les océans. C'est moitié-moitié à peu près. C'est moitié-moitié, ouais. Et pour Caroline. Est-ce que c'est possible de remettre des cycles CCM dans les plantes? Pardon? De remettre des cycles CCM dans les plantes? Ouais, c'est une recherche qui a démarré il y a 5 ans. Et il y a énormément de financement pour essayer de faire ça. Pour le CCM, donc c'est ce mécanisme qui concentre le carbone à l'intérieur des plantes, chez les algues. Et il y a une idée qui est de le mettre, d'ingénierer les plantes génétiquement pour faire en sorte qu'elles l'aient. Et il y a plusieurs laboratoires qui cherchent à faire ce genre de choses. Et on travaille avec eux. Et on connaît la proportion entre les cycles Kelvin et le CCM dans le stockage du carbone? C'est la même chose, il n'y a pas de proportion. C'est le CCM fonctionne en amont du cycle de Kelvin. Le CCM permet d'avoir toujours une grosse concentration en carbone là où tu viens de le fixer finalement. C'est comme une espèce de ventilateur qui va pousser le carbone activement. Et nous, ce qu'on a trouvé, c'est quelle était la batterie et combien ça coûtait de faire ce genre de choses en termes d'énergie supplémentaire. Ouais. Une dernière question, on libère la salle. Est-ce qu'on sait produire de la biomasse ou en tout cas une chaîne carbonée de façon industrielle à partir de l'électricité? Autrement dit, est-ce que techniquement, si je te donne de l'électricité, enfin de l'énergie, est-ce qu'il y a un procédé industriel qui existe, chimique aujourd'hui? Il y a un procédé industriel, enfin, je ne suis pas un expert de ça.
Je sais qu'il y a un procédé industriel chimique qui existe aujourd'hui pour produire de l'acétate, donc c'est une forme assez basique de carbone, c'est genre. C'est 2 carbones, c'est ça? Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je crois que c'est un peu la start-up de Sarah Maison. Comment? C'est un peu la start-up de Sarah Maison. Alors, peut-être que. Ouais, mais il y a déjà un procédé industriel qui existe là-dessus, qui utilise peut-être pas les mêmes technologies que ce qu'elle utilise, qui est peut-être moins efficace. Ils peuvent faire des longues chaînes carbonées. Ok, ouais. Ouais, bah, l'acétate, c'est des courtes chaînes carbonées. Ça existe. Les efficacités, les rendements énergétiques sont. Je me souviens plus des ordres de grandeur, mais c'est très très faible. Moins de 2%. Ouais. Quand tu sommes les deux, c'est moins de 2%. Vous, l'essentiel de vos outils, c'est de. Vous avez des outils qui permettent d'enlever des fonctionnalités à vos micro-algues, éventuellement de rajouter, et ensuite vous les faites travailler en condition de regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore plus mécaniciens, qui ajoutent. Parce que là, vous avez beaucoup retiré des éléments. Nous, là, on a beaucoup retiré des choses. Vous ajoutez des fonctionnalités pour voir ce qui se passe. C'est ce qu'on va faire dans les années qui viennent. C'est beaucoup plus compliqué de rajouter des choses que d'en enlever. Génétiquement parlant, c'est plus compliqué. Surtout sur les algues, c'est particulièrement compliqué. Chez les plantes, ça se fait, et du coup, il y a des gens comme ce dernier exemple-là, où ils l'ont rajouté et ça marche, ça fonctionne. Mais là, ils ont rajouté une plante qui n'est pas une algue. Ils ont rajouté une protéine qui vient d'une algue dans une plante. Et donc, ils n'ont pas de CCM. Celles-là, elles n'ont pas de CCM. Et pourtant, FLV, ça augmente. FLV, c'était la batterie de CCM. C'est la batterie du CCM et de la fixation du CO2. Ça fait les deux. En fait. On pourrait imaginer qu'avec un CCM en plus, là, c'est ciel. Exactement. Ouais. Les quantifications, alors qui sont. On peut émettre des doutes sur ces quantifications, toujours. Les quantifications nous disent que globalement, on peut augmenter la productivité de l'ordre de 60 à 70% juste en mettant un CCM, sans améliorer derrière le fonctionnement de la photosynthèse lui-même. Et vous observez si les plantes micro-algues sont viables ensuite. Le fait d'enlever FLVS, est-ce qu'elle va simplement se reproduire moins vite mais continuer à se reproduire? Elle continue à se reproduire, simplement ça lui coûte plus d'énergie, donc elle se reproduit un poil moins vite globalement dans la plupart des conditions. Tu avais mis de côté le sujet de mitochondrie. C'est quoi les grandes limites qui ont fait que vous n'êtes plus intéressé à ce système-là La grande limite, c'est que. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas intéressé, je pense que c'est un système hyper intéressant. La grande limite, c'est que je le marque sous une forme assez simplifiée. Là. Il se trouve que l'un des facteurs pour lesquels, l'une des raisons pour lesquelles c'est si efficace énergétiquement parlant, c'est parce que les étapes se font de manière très douce. Ceux qui sont physiciens, tu crées moins d'entropie grosso modo à chaque transformation. Et pour que ça se fasse doucement, il faut qu'il y ait plein de mini-étapes qui se passent, plein de mini-transferts. Et donc cette flèche là qui a l'air simple, globalement il y a une vingtaine de molécules qui sont impliquées, une vingtaine de protéines qui sont impliquées, c'est un système extrêmement complexe. On a beaucoup plus du mal à définir des efficacités pour chaque molécule, ou même à faire de l'ingénierie génétique pour chaque molécule, parce que c'est beaucoup moins simple que juste une protéine qui fait un truc. C'est juste ça.